Alors, sur cette chaîne, ou de manière générale, on vous parle très souvent de la bataille des possessions. On vous parle de ces équipes comme Houston, ces équipes comme OKC, qui, de plus en plus, prennent des décisions tactiques collectives pour justement jouer le plus de possessions possible. L'objectif est clair et finalement ça marche. Ces équipes qui jouent le plus de possessions, ces équipes qui arrivent à se créer le plus d'opportunités, sont bien souvent et de plus en plus en NBA les équipes qui dominent le plus. Après avoir vécu une course à l'efficacité, tout le monde est arrivé un petit peu au même point. Finalement, la tricherie ou le boost des analytics ne marche plus totalement, en tout cas pas seulement sur les tirs, et le but est maintenant d'obtenir le plus de possessions possible. Alors, souvent, les équipes mettent en place tout simplement des systèmes ou ajustent leur recrutement pour pouvoir bonifier ça. Le but étant en attaque d'obtenir le plus possible de rebonds offensifs et aussi de limiter le plus possible les pertes de balles. A l'inverse, en défense, on est déjà un peu plus sur un travail de l'ombre. Bien sûr, il y a tout simplement provoqué des pertes de balles, que ce soit sur des interceptions ou des provocations de fautes offensives, mais il y a aussi tout simplement sécuriser le rebond défensif. Et sécuriser le rebond défensif est peut-être une des parties de la bataille des possessions la moins mise en avant, et pourtant, elle permet à toutes ces possessions défensives d'avoir un terme et de repartir en attaque. C'est pour ça que ces 4 facteurs, le rebond offensif, le rebond défensif, les pertes de balles provoquées et surtout les pertes de balles limitées, sont tout aussi importants les uns que les autres, même si certains sont plus flashy. On l'a dit beaucoup, ce sont des équipes qui mettent en place ces stratégies. Ce sont des équipes qui profitent tout simplement de pouvoir gagner ou perdre la bataille des possessions. Mais qui sont ces joueurs qui changent la donne? Qui sont finalement ces joueurs qui, contrairement aux All-Stars, contrairement aux Superstars que la NBA peut avoir, qui sont ces joueurs qui ne brillent pas dans les box scores, qui tout simplement n'ont peut-être pas la reconnaissance qu'ils devraient, et pourtant qui changent complètement la donne. Parce que oui, avoir un énorme impact sur la bataille des possessions est souvent très lié au fait d'avoir un énorme impact sur le résultat de son équipe. Alors, qui sont ces joueurs qui, sans être des stars, font de leur équipe une équipe encore plus compétitive? Et bien c'est ce que je vous amène à découvrir aujourd'hui dans ce petit classement qui a été concocté par moi-même. Je vais vous présenter un petit peu les recherches statistiques qu'il y a eu derrière, comment on a créé tout ça et surtout, tout simplement les résultats de cette enquête. Hop, et maintenant que je vous tiens, d'ailleurs, avant de commencer le classement, Baptiste m'a dit de vous demander de continuer à mettre des likes et de continuer de booster les vidéos. Apparemment, ça fait décoller la chaîne. Franchement, je sais pas si ça marche vraiment, mais ça fait plaisir à Baptiste, alors au moins pour lui, faites-le. Alors, afin de comprendre qui impacte le plus la bataille des possessions de manière individuelle, je me suis plongé dans des stats, les stats de cleaning de glace. Elles permettent en fait d'avoir l'impact un petit peu des joueurs en termes de on-off sur les rebonds offensifs, les pertes de balles des deux côtés du terrain. Et le but était d'extraire finalement, d'arriver à analyser et concaténer toutes ces informations pour savoir au total, sur ces 4 facteurs qui font gagner la bataille des possessions, qui a le plus d'impact positif pour son équipe. Alors bien sûr, le rebond offensif a été un petit peu recalibré parce qu'un rebond offensif n'intervient que lorsqu'un tir a été loupé, donc vous ne pouvez pas le prendre dans sa totalité, c'est pour ça qu'il a été divisé presque par 2 pour prendre en compte les tirs ratés. Ensuite, on a pris aussi les pertes de balles provoquées et tout simplement aussi le fait que quand un joueur est sur le terrain, l'équipe perd moins de ballons ou alors laisse moins de rebonds offensifs aux adversaires. Tout ça, c'est des stats collectives et pourquoi ne pas avoir pris des stats individuelles? Et comme vous le savez, prendre un rebond, ça signifie pas forcément être un bon rebondeur. Alors, laissez-moi vous expliquer. Prenons l'exemple, tout simplement, de Russell Westbrook. Russell Westbrook est un exemple très connu de ça, où c'est un joueur qui prenait plus de rebonds que Steven Adams, et pourtant, si on regarde l'importance du joueur au rebond pour son équipe, Steven Adams était bien plus important à la sécurisation du rebond en défense et à l'obtention de plus de rebonds offensifs en attaque. Pourtant, sur les chiffres bruts, Russell Westbrook avait plus de rebonds que lui. On pourrait faire pareil par exemple avec Aaron Baines et Andre Drummond. Andre Drummond est vu comme un rebondeur légendaire, Aaron Baines beaucoup moins. Pourtant, quand les deux jouaient à Détroit,
eh ben, c'était quand Aaron Baines était sur le terrain que les chiffres de Détroit au rebond étaient les meilleurs. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre des stats plutôt collectives de on-off, qui elles non plus ne sont pas parfaites, mais qui permettent d'éviter finalement les gros volumes individuels et plutôt d'essayer de comprendre et de capter l'intérêt et l'impact collectif qu'a un joueur quand il est sur le terrain versus quand il n'est pas sur le terrain. Alors comme ça prend en compte aussi les moments où il n'est pas sur le terrain, forcément on va voir dans les résultats que ça peut être fortement influencé soit par ses coéquipiers, soit par les joueurs qu'il remplace, ses backups. Néanmoins, si ces joueurs arrivent aussi haut dans le classement d'impact sur la bataille des possessions, c'est parce que quand ils sont sur le terrain, comparé à quand ils n'en sont pas, l'équipe est bien meilleure et obtient beaucoup plus de possessions grâce à eux, en tout cas en partie grâce à eux. Mais alors, qui sont ces joueurs du top 10 ? Alors déjà, il faut savoir que pour les joueurs du top 10, j'en ai pris seulement les joueurs qui avaient joué plus de 700 minutes. La moyenne de temps de jeu est à peu près autour de là pour l'instant sur les joueurs qualifiés dans Cleaning the Glass. Ensuite, on pourra faire à la fin de l'épisode une petite partie bonus avec les joueurs qui ont joué plus de 500 minutes. Regarder un petit peu d'autres joueurs qui n'ont pas encore assez joué pour entrer dans le classement, mais qui pourraient faire leur apparition si on fait le classement à la fin de la saison pour l'instant. Alors, pour commencer ce top 10, on va commencer tout simplement par la 10e place. Et on retrouve à la 10e place de ce classement, Marcus Smart. Alors, bon, moi c'est mon joueur préféré, mais j'ai pas influencé le classement. Il ressort vraiment à la 10e place. C'est pas qu'une question de filtrage de minutes. Sur les 1000 minutes comptées par Cleaning the Glass, donc en enlevant le garbage time cette saison, Marcus Smart est le 10e joueur le plus impactant à la bataille des possessions. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que il le fait plutôt du côté défensif que offensif. En réalité, en attaque, il crée peu de possessions en plus, mais par contre, c'est en défense où il y a vraiment un énorme impact de ce côté-là. Et l'impact vient de deux choses. L'impact vient de tout simplement la capacité à augmenter la fréquence de turnover chez les adversaires quand il est sur le terrain. On sait que c'est un très bon playmaker défensif, mais ça vient aussi du fait que quand il est sur le terrain, les adversaires des Lakers prennent moins de rebonds offensifs. Et ces deux choses alliées, sa capacité finalement à défendre plus grand que lui, à faire de bons box-out, mais aussi à offrir tout simplement du playmaking défensif, mieux en plus que les joueurs qui le remplacent depuis le banc des Lakers, fait de lui le 10e joueur le plus impactant à la bataille des possessions cette saison. Et c'est plutôt cool de le voir apparaître dans ce classement-là après des petites périodes compliquées à Memphis et puis aux Wizards. Pour ceux qui se rappellent qu'il est passé aux Wizards, bonjour à Valentin d'ailleurs qui doit nous écouter. On va maintenant passer à la 9e place. Et à la 9e place, on retrouve aussi un ancien Celtics, Aaron Nesmith. Aaron Nesmith, du coup, qui est arrivé dans un deuxième temps cette saison du côté des Pacers après une première partie de saison blessée. Et lui, pour le coup, à l'inverse de Marcus Smart, c'est plutôt sur les aspects offensifs qu'on va le retrouver finalement assez impactant parce que le volume de rebonds offensifs explose quand il est sur le terrain, plus 4,5%, mais il participe aussi défensivement, plutôt aussi à la protection du rebond défensif, qu'on peut voir que finalement, les ailiers eux aussi, selon avec qui ils sont mis sur le terrain et selon aussi par rapport à leur backup, peuvent avoir un vrai impact à la bataille des possessions, pas seulement sur les pertes de balles provoquées, mais aussi soit sur la sécurisation du rebond, soit sur leur capacité à aller extraire et récupérer des possessions en plus en attaque. À la 8e place, on retrouve un joueur que j'attendais pas forcément là parce qu'il est plutôt présenté comme un stretch big, et pourtant, Jalen Smith est notre numéro 8. Notre numéro 8 du coup qui, comme Aaron Nesmith, a surtout un gros impact en attaque. Il va chercher beaucoup plus de rebonds offensifs et aussi l'équipe des Bulls, peut-être grâce à un meilleur spacing quand il est sur le terrain, perd moins la balle en sa présence. Peut-être que ça pourrait être d'ailleurs un des joueurs intéressants à aller chercher à la trade deadline. Pas un gros contrat, un joueur qui peut apporter du spacing, pas formidable en défense, mais qui peut finalement impacter, apparemment en tout cas d'après nos chiffres, la bataille des possessions, ce qui pourrait être crucial dans un round de playoff plus tard dans l'année. Et bon, comme Chicago ne joue pas grand-chose, ça pourrait être intéressant. Ensuite, on passe du coup à la 7e place. Et là, on retrouve Moussa Diabaté des Charlotte Hornets et surtout de l'équipe de France.
Alors là, on est sur le joueur qui, parmi ce top 10, avec les 2 premiers de ce classement, ont le plus gros impact sur la bataille des possessions en attaque. Le volume de rebonds offensifs quand il est sur le terrain explose, augmente de 8%, c'est un des plus hauts centiles, et du coup, il fait énormément augmenter aussi l'efficacité en attaque de son équipe, tout simplement parce que son équipe a beaucoup plus de possessions quand il est sur le terrain. Mais défensivement aussi, on retrouve quelque chose d'assez intéressant parce que quand il est sur le terrain, l'équipe des Charlotte Hornets provoque plus de pertes de balles que quand c'est ses remplaçants qui sont sur le terrain. Ça montre aussi qu'il a une bonne activité, qu'il est capable aussi, quand il est sur le terrain, de permettre à Charlotte de faire des schémas plus agressifs. Et peut-être qu'on ira plus dans le détail avec Moussa Diabaté en faisant une vidéo sur lui. C'est un petit peu dans les cartons. On verra si on a le temps de le faire d'ici la fin de saison. Continue de monter dans le classement. Et il s'agit de Herbert Jones. Herbert Jones, du coup, qui, dans notre classement, est le 2e joueur le plus influent en défense. Et c'est vrai que, connaissant le profil du joueur, c'est moins étonnant, mais on est sur un joueur qui fait totalement exploser le playmaking défensif de son équipe, avec une augmentation de 3,4% des interceptions et des pertes de balles provoquées quand il est sur le terrain. Il permet aussi de bien sécuriser le rebond, et il n'a pas un impact négatif à la bataille des possessions de l'autre côté du terrain en attaque, donc ça s'équilibre plutôt bien, et ça fait de lui un des joueurs les plus importants à la bataille des possessions de la ligue, dans ce jeu-là. On rentre ensuite dans le top 5 et là on retrouve un pivot, un grand pivot, Monsieur Donovan Clingan, le sophomore, avec un jeu plutôt équilibré sur la bataille des possessions qu'on retrouve quand même plutôt dans un impact offensif, offre une vraie plus-value par sa capacité à aller chercher des rebonds. On est sur plus 7,6 de rebonds offensifs captés quand il est sur le terrain. Ensuite, l'équipe ne perd pas beaucoup plus de ballons quand il est sur le terrain. Et aussi, il permet une énorme sécurisation du rebond défensif. Moins 5% de rebonds offensifs captés par les adversaires de Portland quand il est sur le terrain. Donc on est sur un vrai joueur qui participe à la sécurisation du ballon et qui offre donc plus de possession. On arrive au pied du podium et là pour le coup, c'est un joueur dont je crois qu'on n'a jamais parlé encore sur le Dreamcast Show. Et il va peut-être falloir qu'on parle des Suns et qu'on parle de Jordan Goodwin. Jordan Goodwin qui se retrouve donc à la 4e place de notre classement des joueurs les plus importants à la bataille des possessions. Et lui aussi très équilibré, que ce soit en attaque ou en défense. Il permet vraiment, en tout cas quand il est sur le terrain, de faire augmenter l'efficacité de son équipe à la bataille des possessions, notamment avec le rebond offensif, mais aussi avec une bonne équilibre au niveau des pertes de balles. Et c'est pas pour rien que quand il est sur le terrain, l'équipe performe vraiment très bien en attaque, alors qu'on s'attendait plutôt à une attaque mauvaise du côté de Phoenix. Et en défense, on sait que les Suns sont une équipe très agressive en défense et lui participe à ça. Il augmente la capacité de Phoenix à provoquer des pertes de balles et en plus de ça, il participe à la sécurisation du rebond. Donc on a un joueur qui est très important, en tout cas à Phoenix, pour obtenir des possessions supplémentaires. Et on va enfin pouvoir passer au podium. Alors sur le podium, on retrouve en numéro 3 un des chouchous du Dreamcast Show, Day'Ron Sharpe. Donc plutôt content de le retrouver ici. Et ce qui est absolument dingue avec Day'Ron Sharpe, c'est que tout son impact à la bataille des possessions relative à son équipe, donc par rapport au on-off, se fait en défense. On a plus 0,2 possessions en attaque, mais on a plus 5,8 en défense. En fait, c'est tout simplement un monstre à réduire et à protéger et à sécuriser le rebond défensif. Alors c'est peut-être énormément lié à la non-capacité de Nick Claxton à le faire, ou le fait que Nick Claxton parfois défend beaucoup plus sur des extérieurs et beaucoup plus loin du ballon. Mais en tout cas, quand il est sur le terrain, c'est une bien meilleure équipe à la bataille des possessions et à la sécurisation du rebond défensif. Et en plus de ça, Day'Ron Sharpe, quand il est sur le terrain, il permet aussi aux Nets de provoquer beaucoup plus de pertes de balles, plus 3,1. C'est presque autant que le différentiel créé par Herbert Jones, qui est vraiment très connu pour être un playmaker défensif. Et de l'autre côté, en attaque, un peu plus de pertes de balles quand il est sur le terrain avec Day'Ron Sharpe, mais il y a aussi plus de rebonds offensifs, donc ça s'équilibre plutôt bien de ce côté-là, mais c'est surtout en défense
qui fait exploser le compteur de possession des Brooklyn Nets. On passe maintenant à la deuxième place et on retrouve un arrière, un petit joueur pour le coup, qui peut-être est dans ce classement aussi haut, aussi grâce au coéquipier avec lequel il joue. Il s'agit de Miles McBride. Alors là, c'est bien de le retrouver à la deuxième place parce que ça va très vite montrer aussi peut-être les limites de l'analyse des statistiques basées que sur les on-off de manière individuelle. Parce que oui, son impact est énorme au chiffre des regards de on-off. Quand il est sur le terrain, le volume de pertes de balles diminue énormément, le volume de rebonds offensifs augmente beaucoup, et en plus de ça, l'équipe arrive plutôt bien à provoquer des pertes de balles et à sécuriser le rebond quand il est sur le terrain. Mais est-ce que c'est Miles McBride qui a un tel impact, ou est-ce que c'est parce que ses minutes à lui sont très souvent jumelées avec celles de Mitchell Robinson? Mitchell Robinson qui n'est pas dans le classement actuel parce qu'il a joué moins de 700 minutes, mais que vous allez voir apparaître quand on fera le classement avec les joueurs qui ont joué au moins 500 minutes. Mais je trouvais ça hyper intéressant de le retrouver finalement très haut dans notre classement pour aussi montrer les limites, encore une fois, de regarder les statistiques d'un joueur via une seule métrique, et c'est pour ça qu'on invitera toujours les joueurs et les suiveurs à regarder les matchs et à essayer de contextualiser les statistiques pour pouvoir essayer de comprendre est-ce qu'elles ont un sens, à quel point elles reflètent une réalité et à quel point elles sont aussi potentiellement influencées par le collectif. Ces statistiques-là le sont. Néanmoins, à part lui, on a retrouvé quand même beaucoup de joueurs qu'on a l'habitude de présenter comme des joueurs très bons à la bataille des possessions, et lui participe aussi quand même à la sécurisation du ballon, et son énergie, sa capacité à offrir du spacing pour perdre moins de ballons ont quand même un impact, mais on peut faire quand même le lien avec les minutes qui passent sur le terrain avec Mitchell Robinson. Et à la première place, un joueur sur lequel on a déjà fait une vidéo l'année dernière pendant sa saison rookie. Il s'agit de Yves Missi. Yves Missi qui, d'après nos calculs, par 100 possessions, obtient, ou permet en tout cas à son équipe d'obtenir, quand il est sur le terrain, plus 7,6 possessions par 100 possessions. C'est un énorme impact. Il le fait beaucoup en attaque. C'est énormément impacté par sa présence au rebond offensif avec plus 9% de rebond offensif quand il est sur le terrain. Et à l'inverse, il est aussi très important à la sécurisation du rebond de l'autre côté. Mais ça met aussi en lumière tout simplement le fait que c'est un joueur qui a pour backup, en tout cas qui est plutôt le backup de Derek Quinn, un rookie qui va parfois jouer très large et loin du panier, et aussi de Carlo Matkovic qui pareil sont plutôt des joueurs qui jouent loin du panier. C'est pour ça que lui, quand il arrive sur le terrain, ça joue énormément sur son impact finalement à la bataille des possessions, parce qu'il est beaucoup plus actif là-dedans que ses coéquipiers, et ça montre aussi que finalement dans un effectif il est important d'avoir des joueurs un petit peu d'un niveau diversifié pour pouvoir justement avoir une équipe à deux visages, une équipe qui va avoir un visage plus basé sur le spacing et une autre qui est peut-être plus basée sur la bataille des possessions. Alors maintenant, si on s'amuse un petit peu à écarter notre scope et à prendre les joueurs qui ont joué que plus de 500 minutes et pas 700 minutes pour rajouter un petit peu de compétitivité, on retrouve de nouveaux joueurs dans notre top 10. On a Hugo Gonzalez de Boston qui arrive à la 8e place, donc le rookie qui participe énormément à la bataille des possessions, lui plutôt en défense mais aussi en attaque. On a vu du côté des Celtics qui était très présent au rebond offensif, mais aussi que c'était un très bon joueur pour provoquer des pertes de balles, que ce soit en interception ou tout simplement en provoquant des fautes offensives. Et on retrouve aussi Bones Hyland du côté de Minnesota, qui lui, un petit peu comme Gonzalez, a plutôt un impact en défense sur la bataille des possessions. Et ensuite, on remonte à la 4e et la 3e place de classement, où on va retrouver deux joueurs très différents dans leur impact. D'un côté, on va retrouver Alex Caruso, qui apporte énormément de solutions en défense et d'extra possession, surtout en défense, tout simplement avec la provocation de perte de balles. Et à la 3e place, du coup, on retrouve Mitchell Robinson, juste à côté de Miles McBride, qui ont finalement un impact très similaire à la bataille des possessions quand on regarde les on-off. Et c'est bien pour ça qu'on soulève aussi la possibilité que ce soit très influencé par les coéquipiers. Mais on retrouve quand même beaucoup de joueurs qu'on a l'habitude de qualifier de playmakers défensifs, et aussi des joueurs qui sont capables de faire finalement ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Donc c'était quand même intéressant pour nous
de faire ce travail statistique pour essayer de comprendre aussi l'impact que certains joueurs peuvent avoir sur la bataille des possessions, un sujet dont on parle si souvent, et d'essayer de le quantifier tout en rappelant que toute statistique a un contexte, tout joueur a un contexte, et finalement il faut prendre ça en compte. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu de découvrir finalement ce classement un petit peu anodin sur une statistique qu'on a créée nous-mêmes. Donc s'il y a des grosses erreurs, c'est toutes nos responsabilités et vous pouvez en vouloir qu'à nous et on est désolé si c'est le cas. Mais si vous avez pris du plaisir à découvrir ce classement et que vous vous êtes bien amusé, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis tout simplement à la prochaine. Merci pour le soutien tout au long de cette année et cette saison. Ça se passe très bien, on vient de dépasser les 7000 abonnés. Donc voilà, un petit classement gadget aussi pour vous remercier de votre soutien. Et aussi une invitation aux commentaires si vous avez des idées de vidéos à nous pousser. On essaiera de les faire. Donc voilà, merci à vous, une très bonne journée et une très bonne semaine.